professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette capsule, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est que l'analyse de stabilité appliquée aux problèmes d'interaction fluide-structure. Donc, prenons un cas général. Donc, considérons un objet quelconque avec une forme un peu comme une patate ici. Donc, on a un objet d'une masse M, une rigidité K et un amortisseur C. Donc, notre objet, c'est quelque chose d'extrudé, qui est très profond, qui est sujet à un écoulement de vitesse uniforme U d'un fluide de densité ρ. Et donc, cet écoulement-là, ce fluide-là va générer une force fluide sur notre objet qu'on va exprimer par FF. Et puis, en plus, on peut considérer un effort externe, donc une force d'excitation FM qui est fonction du temps. Donc, si on vient exprimer ce système-là sous la forme d'une équation, on va avoir les termes liés à notre oscillateur à gauche ici, donc l'accélération, l'amortissement, la rigidité. Et puis, ce qu'on va avoir ici, mais ça va être les efforts externes sur notre structure. Donc, il faut bien voir la différence entre ces deux types d'efforts-là. Donc, on a un effort fluide qui, lui, va être fonction de la position, de la vitesse et puis de l'accélération de notre objet. Alors que dans un second temps, on va avoir un forçage externe qui, lui, est juste fonction du temps. Donc, peu importe ce que notre objet fait, le forçage externe, lui, il est prescrit dans le temps. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir réexprimer un peu ces efforts-là. Donc, dans un premier temps, on va faire l'hypothèse que notre objet extrudé, il est très, très long, donc il y a une longueur L qui est beaucoup plus grande que son diamètre. Et puis, on va pouvoir supposer que l'écoulement est suffisamment uniforme sur toute sa longueur pour en considérer ça comme un problème 2D. Donc, on va réexprimer la force fluide sous la forme de 3 termes. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va venir dire, c'est qu'on va avoir un terme d'effort fluide qui va être proportionnel à l'accélération de notre objet, donc linéairement proportionnel à l'accélération de notre objet. Et donc, ce que vous allez reconnaître ici, en fait, c'est la masse ajoutée. Donc, on va avoir la masse ajoutée ou la masse virtuelle du fluide qui va osciller avec notre objet. Ça va générer une force fluide. Pour les deux autres termes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les réexprimer à l'aide de coefficients sans dimension, donc un coefficient de force CF1, qui lui est proportionnel à la vitesse de l'écoulement, puis qui va être fonction de la vitesse de l'écoulement, puis de la vitesse de notre objet, ainsi qu'un coefficient de force CF2 sans dimension, qui lui est fonction du déplacement et puis de la vitesse de l'écoulement. Pour simplifier les choses, on va venir réexprimer toute la masse de notre structure comme étant la masse M qui va être égale à la masse structurale plus la masse fluide, donc la masse ajoutée. Donc ça va permettre d'écrire les choses de façon un peu plus concise. Donc, on a pris notre masse ajoutée puis on l'a envoyé de l'autre côté de l'équation. Donc là, c'est maintenant exprimé tout ça dans un M ici. Et donc, on se retrouve avec notre équation d'oscillateur ici à gauche et puis à droite, on a les termes de forçage. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de venir réexprimer tout ça de façon adimensionnelle. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin d'une échelle de temps et puis d'une grandeur spatiale. Donc, comme échelle de temps, ce qu'on va définir, c'est un temps caractéristique fonction de la fréquence naturelle de notre objet. Donc, la fréquence naturelle oméga n, c'est quoi? C'est que si on vient enlever l'amortissement ici, puis qu'on n'a aucune force fluide à droite, on peut trouver la fréquence naturelle de notre objet dans le fluide au repos. Et ça va être notre temps caractéristique. Ensuite, on va utiliser le diamètre D de notre patate pour venir réexprimer le déplacement de l'oscillateur de façon adimensionnelle avec la variable état. Donc, en faisant ça, on vient remplacer tout ça dans notre équation en haut. Donc, on va avoir nos termes d'accélération ici, par exemple, qui vont être des dérivés de état par rapport à taux à la 2, notre terme d'amortissement, puis notre terme de rigidité. Et donc, ce qu'on va faire, on va continuer nos manipulations. On va prendre tout ce qui apparaît en avant de notre terme d'accélération ici, puis on va venir tout diviser l'équation
par ça ici. Et donc, on se retrouve avec juste notre terme d'accélération qui est tout seul ici. Et puis, on a des termes qu'on peut venir simplifier ici par la suite. On va voir. Donc, dans un premier temps, on va se rappeler que la fréquence naturelle de notre objet oméga n, c'est la racine carrée de la rigidité de notre objet sur sa masse, donc la masse linéique fois sa longueur. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le terme qui apparaît ici devant le déplacement, tout ça, ça vaut 1. Ensuite, ce qui apparaît devant la vitesse de notre oscillateur, on peut réexprimer ça sous forme adimensionnelle comme le rapport d'amortissement zeta fois 2. Et puis, on va définir la vitesse réduite que l'on connaît et puis le nombre de masses qui va avoir une définition un peu particulière ici parce que on va avoir un terme fluide ici, donc la densité du fluide fois le diamètre au carré. Puis ça va être divisé par petit m qui, lui, est la masse linéique de la structure, de l'oscillateur, plus la masse ajoutée. Donc, c'est une définition du nombre de masses qu'on retrouve assez souvent dans la littérature, mais qui est un peu contre-intuitive, parce que la masse M ici est à la fois structurale et masse ajoutée fluide. Et puis, pour simplifier un peu notre écriture, ce qu'on va venir dire, c'est que lorsqu'on vient mettre le point au-dessus d'une quantité sans dimension, ça va représenter une dérivée temporelle adimensionnelle. Donc, état point, c'est la dérivée de état par rapport à taux. Et donc, en faisant tout ça, ça nous permet de venir réexprimer notre équation du mouvement comme ça, sous forme adimensionnelle. Donc, on n'a pas encore spécifié exactement ce qu'était le CF1 puis CF2. Donc, c'est des fonctions adimensionnelles de état point puis de état. Donc, on va considérer un cas particulier ici. On va venir spécifier certaines valeurs à CF1 et CF2. Donc, premièrement, ce qu'on va dire, c'est que CF2 est égal à 0. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va dire, c'est que notre patate, qu'elle soit ici dans l'écoulement, ici ou là, sa position n'a pas d'influence sur les efforts fluides. Donc, on n'a pas de dépendance des efforts fluides sur la position de l'objet. On prend ça égal à 0. Et puis, pour l'autre terme, ce qu'on va venir dire, c'est pour faire simple, on va dire que les efforts fluides vont être linéairement proportionnels à la vitesse de notre objet état point. Donc, on a une dépendance linéaire des efforts fluides à la vitesse état point de notre oscillateur. Et donc, en venant substituer ça dans l'équation en haut, ça nous permet de la réécrire comme ça ici, en prenant notre terme d'effort fluide, puis bêta état point, puis en le renvoyant de l'autre côté de l'équation. Donc, il devient négatif comme ça ici. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est quelque chose qui est relativement familier lorsqu'on a fait un cours de vibration. Donc, on a notre terme d'accélération, le terme d'amortissement, puis le terme de rigidité ici. Mais la chose qui est particulière, c'est que notre amortissement, il y a le terme qu'on connaît en 2 zeta, mais on lui soustrait un terme bêta qui, lui, est lié à la force fluide. Donc, lorsqu'on a de l'amortissement, on le sait, on a quelque chose qui vibre, mais dont l'amplitude va tendre vers 0 dans le temps. Mais là, ici, on pourrait potentiellement se retrouver avec de l'amortissement négatif. Donc, qu'est-ce que ça implique? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la solution à cette équation-là. Donc, on va poser une solution sous la forme d'une exponentielle en I oméga t, oméga tau, pardon. Et donc, on va chercher, le but du problème maintenant, ça va être de venir trouver la fréquence complexe oméga de ce système-là. Donc, si on prend notre solution en exponentielle, on la substitue en haut, en dérivant 2 fois le premier terme, on va avoir I oméga fois I oméga, donc I fois I, ça fait moins 1 fois oméga carré. Ensuite, on dérive une fois, donc on va avoir I oméga. Ensuite, on a état qui n'est pas dérivé, donc on va juste avoir plus 1. Et donc, on va pouvoir mettre état fois l'exponentielle en évidence. Et tout ça est égal à 0. Et donc, face à ce problème-là, pour faire en sorte que tout ça ici soit égal à 0, ça peut pas être juste, on peut pas juste prendre l'exponentielle, parce que l'exponentielle va pas toujours valoir 0.
On pourrait prendre que état chapeau est 0, mais donc ça, c'est la solution triviale, c'est un peu plate. Donc, si on veut quelque chose d'un peu plus de non trivial, ben, il faut prendre ce qui est dans la parenthèse carrée comme étant 0. Et donc, on va reconnaître qu'on a une équation quadratique ici, quadratique en oméga. Et donc, les racines d'une équation quadratique, ben, vous reconnaissez bien l'équation ici, qui sont en fait la solution que l'on cherche. Donc, on a trouvé les fréquences complexes oméga de notre système. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir les tracer. Donc, moi, j'ai rentré ça dans MATLAB. C'est pas très compliqué, hein. On a toute une page de code, mais dans le fond, il y a tout ça ici qui sert à tracer le graphique puis à le mettre sur un fond noir. Donc, il y a vraiment juste ça ici qui sert à faire mon calcul. Donc, moi, je l'ai fait dans MATLAB. Vous pouvez utiliser le langage de votre choix, en C, en Fortran, en Python. Je vous encourage à commencer, dès le présent exemple, à coder vos propres trucs. Ça va devenir légèrement plus compliqué à mesure qu'on va avancer. Donc, j'ai fixé la valeur de zeta à 0,75, donc mon facteur d'amortissement. J'ai bêta qui est mon terme d'effort fluide, qui lui va être incrémenté de 0 jusqu'à 4 par à-coup de 0,01. Et par la suite, je vais venir évaluer dans une boucle for mes fréquences complexes. Donc, j'ai 2 fréquences complexes qui sont données par l'expression ici, donc selon que je prends plus ou moins dans mon terme ici. Donc, je vais trouver 2 fréquences complexes, puis après ça, je viens les ranger dans un array ici en fonction de ma fonction de mon terme bêta. Et donc, par la suite ici, je viens les tracer. Ce que je vais tracer, c'est la partie réelle de ma fréquence complexe, puis la partie imaginaire de ma fréquence complexe qu'on voit sur le graphique ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que si bêta est égal à 0, ce qui correspond dans le fond à avoir une vitesse d'écoulement nulle, donc on est juste dans un fluide au repos, on va avoir 2 fréquences naturelles qui vont être égales, une positive, une négative. Une fréquence naturelle négative, ça se peut. C'est la même chose qu'une fréquence naturelle positive, que ça change rien pour nous. Donc, on a nos 2 fréquences naturelles, et puis on a un certain amortissement qui est donné par la partie imaginaire de oméga. Donc, si la partie imaginaire de oméga, elle est positive, ça veut dire qu'on a quelque chose qui est amorti. Donc, on se souvient, on a notre exponentielle ici, donc la partie imaginaire de oméga. Donc, la partie imaginaire d'oméga, si elle est positive, ça veut dire qu'on se retrouve avec i fois une constante. Ça va nous donner moins une constante fois le temps. Donc, ça va nous donner quelque chose qui va tendre vers 0 à mesure que le temps avance. Donc, si la partie imaginaire de notre fréquence est positive, ça veut dire qu'on a quelque chose d'amorti. Mais donc, plus on va augmenter bêta, à partir d'un certain point, vers bêta qui vaut à peu près 1 ici, on va se retrouver, bêta qui vaut 0,75 ici, bêta qui vaut 1,5 ici, on a la partie imaginaire qui va devenir négative. Et donc là, on va avoir quelque chose qui, dans le temps, va avoir tendance à osciller, mais avec une amplitude de plus en plus grande jusqu'à l'infini. Donc, on va avoir, et puis au même moment, c'est ça, on a la partie réelle qui est non nulle. Donc, ça veut dire qu'on a une fréquence de pulsation. Donc, c'est ça, on a quelque chose qui oscille avec de plus en plus d'amplitude. Si on continue à augmenter bêta encore, on va avoir quelque chose de particulier qui se produit. Lorsqu'on arrive à peu près à 3,5 ici, on a la partie réelle, les 2 fréquences réelles qui vont venir à coalescer et adopter une valeur nulle toutes les 2. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de fréquence de pulsation. Et puis, on a par contre quand même une fréquence imaginaire qui va être négative. Donc, on a quelque chose qui n'oscille plus, mais qui croît de façon exponentielle dans le temps. Donc, on a une instabilité statique, quelque chose qui va juste tendre vers l'infini. Après coup, est-ce que vraiment on va réussir à observer ce phénomène d'instabilité statique-là?
c'est pas si évident parce qu'on a déjà quelque chose ici qui tend vers l'infini. Donc, est-ce qu'on va être capable d'augmenter bêta puis de se rendre jusqu'à cet endroit-ci? Donc, c'est pas évident. Donc, l'analyse de stabilité nous permet d'étudier un état donné, donc un écoulement, une structure, un problème couplé. Puis, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de voir si une perturbation infinitésimale va avoir tendance à croître jusqu'à l'infini, ou si ça va être amorti et ça va revenir à sa position d'équilibre. Voilà. Donc, ce que vous avez vu aussi, c'est que on n'a pas trouvé aucune amplitude dans notre solution. Donc, on a juste trouvé la fréquence, parce qu'en fait, notre théorie linéaire de stabilité, ce qu'elle dit, c'est que ça croît jusqu'à l'infini si on a une instabilité. Pour savoir ce serait quoi l'amplitude, mais il faudrait considérer, par exemple, un cycle d'oscillation limite, un limit cycle. Et pour faire ça, ça nous prendrait une théorie non linéaire, donc un modèle non linéaire qui prend en compte les effets d'amplitude. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule.